Bonjour, bonsoir à tous, vous qui regardez les vidéos, que ce soit le jour ou la nuit, ici DVD Pro Catch, et je reprends et je poursuis avec une autre vidéo sur un DVD de catch, toujours WWE, mais de l'époque WWF, fort évidemment. Alors, je sais que c'est un des DVD que j'avais déjà fait une review là-dessus, mais c'était en version Attitude Collection. Donc, je me dis que celui-là, il est un peu plus complet et que ça valait le coup d'en faire une review. Si vous voyez pas de quoi je parle, bah, en tout cas, si vous avez cliqué sur cette vidéo et que vous avez vu la miniature, normalement, je pense que vous saviez à quoi vous attendre. Eh bien, laissez-moi vous introduire The Best of Raw, volume 1 et 2, mais avec un peu plus de programme qu'à l'habitude. Et je vais pas vous mentir, il est fort possible que dans cette vidéo, je m'y perds dans ce que je vais en dire de plus sur ce qu'il y a à savoir dans ce DVD. Oui, parce que il y a pas mal de choses qui s'en est suivies. Et d'ailleurs, à ce propos, vu comment il y a volume 1 et volume 2, je me suis demandé s'il existait en volume 3. Et la réponse est toute simple, oui, il existe en volume 3, mais en version cassette VHS. Et du coup, ben, moi, je pourrais pas dire non par rapport aux cassettes VHS. C'est juste que ça dépend le prix. Par exemple, je sais que j'avais vu une cassette VHS avec Triple H et Chyna, de, même également de Chris Jericho, de Kurt Angle, et d'autres petits shows auxquels ils avaient eu fait. Bien sûr, ça a été édité par Silver Vision, mais que j'ai pas su, on va dire, le trouver vu comment ils ont été vendus. Et d'ailleurs, vu comment je parlais d'André le Géant dans ma précédente vidéo où il y avait celui de Hulk Hogan, bah, il y en avait un justement sur, sur André le Géant, et également un DVD édité par HBO, comme j'avais mentionné. Et même pour les cassettes de Ultimate Warrior, de Hulk Hogan et des Bulldogs, et j'en passe. Hein. Franchement, si j'avais l'occasion, peut-être que j'en achèterais si jamais j'en trouve à un bon prix. Même celui de Stone Cold Steve Austin, ce serait intéressant. Mais le souci, comme vous le saviez, je le dis, je le répète, je ne cesse de vous rabâcher, je n'ai quasiment presque plus de place. En tout cas, j'essaie d'en trouver quelques places auxquelles je pourrais en trouver. Mais c'est kiff-kiff, hein, vraiment du kiff-kiff. Et voilà quoi. Mais bon, de toute façon, je sais pas quoi en dire de mieux là-dessus. Si ce n'est qu'il y a des tas de choses à en dire. Avec pas mal qui s'en est suivi. Donc comme vous saviez, il y a 2 DVD à l'intérieur. Pas besoin de... Pas besoin d'en dire un peu plus là-dessus. Mais ce qui nous intéresse, c'est la notice. Eh oui. Donc voilà. Les meilleurs segments auxquels on a eu dans ce DVD se retrouvent ici. Même si je vais pas vous mentir, il y a parfois des trucs qui m'intéressent le plus, c'est les matchs. Même si les segments cités, je pourrais également en citer. Alors, ce que je pourrais en dire à ce propos, bah, je pourrais aller dans les extraits, par exemple, tout autour du titre intercontinental, Talk and Deep, Shawn Calls on the Undertaker, donc il cherche l'Undertaker, à tel point qu'il veut l'énerver et qui s'affrontent à plusieurs reprises. Euh, Austin Take Unstained, Kane versus Gorilla, donc ouais, il bat un gorille, mais sauf que c'est pas un match officiel. Ben, le retour ou les débuts de Dude Love, The Indeus Reunion, The Love Shack, Stone Cold Mystery Partner, donc son partenaire mystère, Strong and Work, Raise Undertaker, et après s'en suivent pas mal de trucs qui vont s'en suivre. Mais donc en gros, ça résume la plupart des meilleurs segments qu'il y avait eu à la Tissudera, notamment
en guise de personnages et de personnalités auxquels il y avait eu. Par exemple, je sais qu'il y a pas mal de trucs autour de Val Venis, de Godfather, de Al Snow, Steve Blackman, Ken Shamrock, même tout ce qui est autour de la DX, et pas mal autour de Austin, McMahon, The Rock et Mankind. S'en suivent de tas de choses qui s'en est suivi, même avec l'Undertaker et Kane, et j'en passe. Mais bon, de quoi résumer de mieux si ce n'est qu'on sait que Austin est en rivalité avec son propre patron, donc Vince McMahon, et auquel ce dernier ne cesse de lui chercher des misères, quitte à envoyer des mercenaires juste pour l'arrêter, le l'endoctriner, le réduire en silence, le réduire pas en esclavage, le réduire en simple employé banal, mais sauf que les plans de McMahon ont tout complètement tombé à l'eau, et auquel c'est sûr que Austin ne va pas l'aménager de si peu. Et donc, il anticipe chaque plan que McMahon prévoit de faire chuter The Texas Rattlesnake, donc le crotal texan, le serpent à sonnette, de ce que on peut en dire sur Stone Cold. C'est sûr que Stone Cold, il tient bien face à l'autorité, hein, car il défie l'autorité tout simplement en les défiant à coups de doigt d'honneur, en donnant un coup de poing, un coup de pied, là où ça fait le plus vraiment mal. Et ce qui est sûr, c'est que Austin était largement plus populaire que de ce qu'on voit à l'heure d'aujourd'hui. Et ça, on pourrait dire que c'est un fait de la vie, parce que c'est sûr que cette magie de ce que faisait à l'époque de l'Attitude Era, on l'a perdu au fil des ans, et que maintenant, on se retrouve avec des trucs qui nous donnent pas forcément envie. Je veux dire, là, récemment, j'ai regardé les épisodes d'Euro et SmackDown de cette semaine-ci, et je peux vous dire que c'est c'est ennuyant, c'est chiant à regarder, et c'est pour ça que pourquoi je ne ferai sans doute jamais de review sur ce qui se passe du côté de Raw, NXT, Evolve, SmackDown, et j'en passe d'autres, parce que c'est pas forcément intéressant à en citer. Je veux dire, si on aurait l'envie et, forcément l'énergie nécessaire pour faire des reviews, là-dessus, à la rigueur, j'aurais dit oui par pure volonté. Mais malheureusement, vu comment tout est nul à suer, à chier, à, à jeter complètement, forcément, c'est pas très intéressant, hein. Donc, comment je pourrais en dire de mieux là-dessus, si ce n'est que pour moi, c'est pas forcément le plus intéressant qui m'intrigue le plus. Mais bon, de toute façon, euh, pour les extraits des matchs, parce que au début, quand j'ai vu que c'était écrit, je me suis dit, il n'y a pas de match à part les histoires et tout ce qu'on veut nous montrer dans ce programme. Mais en fin de compte, si, il y en a, mais avec des passages un peu plus rushés. Mais après, je me dis, est-ce que ça va plutôt le mieux, tant qu'on n'est pas trop fatigué et lassé d'en parler des programmes là-dessus? Mais bon, de toute façon, c'est tout ce que je pourrais en dire de mieux, si ce n'est que là, on nous introduit Stone Cold Steve Austin, auquel je vous ai déjà en cité. The Rock, Dwayne Johnson, qu'à l'époque, il se faisait tout simplement appeler Rocky Maivia, ou encore de ce qu'on connaît sous le nom de The Rock. Ensuite, l'Undertaker et Kane, donc ça c'est quand il y a la fameuse alliance entre les deux monstres, et auquel, si je dis pas de bêtises, certes, Vince veut la peau d'Austin, quitte à lui screw, parce que ce que cherche à l'époque Vince, c'était vraiment de arnaquer Stone Cold, mais même quand Stone Cold se fait arnaquer, il arrive tout de même à venir et à se venger de son patron très tyrannique, et auquel, comme je l'ai dit, il va pas le ménager, hein, car certes, on en a eu des tas de trucs, hein, notamment la fois où il est venu en genre de... Pas de camion élévateur, mais en genre de véhicule assez spécifique pour les trucs de bière. Je crois que c'était en sponsor avec les bières, il me semble, et auquel, certes, McMahon est entouré de Undertaker et Kane, et même des officiels et de la police, et auquel,
certes, Stone Cold va se faire arrêter, mais il montre à quel point il défie le patron, même qu'il se fait arrêter. Puis après, ben, McMahon va s'en prendre aux frères de destruction, mais en fin de compte, c'était une mauvaise idée de les provoquer, vu comment il va se faire manger une énorme pêche par le Taker et se faire attaquer également par Kane. Et c'est à cet instant-là auquel ben, les deux ils vont commencer à lui casser la cheville, à tel point que McMahon va finir à l'hôpital et auquel ben, il se plaint de sa blessure à la cheville et auquel il ne faut pas trop y toucher, n'est-ce pas Mankind? Parce que vu comment Mankind décide de venir le rendre visite à l'hôpital, et ça c'est tout à son honneur, c'est vraiment généreux de sa part, ben, il va commencer à le divertir même si ce dernier n'a pas l'humeur à cela. Mais bon, il tend de n'importe quelle façon, même si McMahon le dit non 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 Mick, arrête, j'ai mal, s'il te plaît. Puis après, fous-moi le camp, tu m'énerves, allez, dégage. On en est arrivé là, Monsieur Soko. Donc ça c'est quand il disait de cette manière-là. Puis ensuite, bah, dans ce même établissement d'hôpital, eh bien, il se fait attaquer par Austin, qui va tout simplement bah, lui encore infliger de gros dégâts au niveau de sa cheville, lui donner un énorme coup de bassin hygiénique, le taper par terre et le mettre dans son lit et essayer d'utiliser un machin pour réanimer pour lui provoquer des énormes électrochocs. Il poursuit encore son attaque et il met l'aiguille médicale de sa tension pour lui enfoncer dans le derrière. Et oui, comme quoi il s'est passé des choses auxquelles il s'est passé. Ensuite, la DX, ben forcément la DX, est-ce que j'ai vraiment besoin d'en citer là-dessus si ce ne sont que des troubadours, des gars qui aiment forcément foutre la pagaille et quitte à dire des choses et des manières un peu explicites, disons pas très tout public, notamment le fameux Suck It, le fameux suce-bonbon, ou encore quand on demande à une femme dans le public de enlever son haut et de nous montrer ses paires de nichons, eh bien, cette personne s'exécute. Bien sûr, il est censuré par le truc des générations X, mais au moins ça fait le kiff de ce qui se faisait de mieux à l'époque. Mais bon. De toute façon, je vais pas vous le cacher, il faut savoir que les manières de comment ils procèdent à l'époque, de comment ça fonctionnait à l'époque de l'Attitude Era sous l'ère WWF, bien sûr, ils avaient pris les idées de l'équipe créative, surtout de Paul Heyman, à l'époque de la ECW. Donc c'est sûr que ce soit pour la WWF ou même la WCW qui était en concurrence avec la WWF, c'est sûr que les deux étaient en concurrence et n'hésitez pas à piquer les idées d'un autre pour en faire à sa sauce et d'en faire quelque chose de soit mémorable ou de non mémorable. Euh, on retient plus des côtés mémorables du côté de WWF, mais du côté de WCW, il y a peut-être quelques trucs qui sont mémorables, mais d'autres qui sont oubliables, un peu comme la ECW, d'autres qui sont très mémorables et d'autres non mémorables, et vice-versa. C'est un peu à double tranchant, si vous voulez mon avis. Bon, ensuite, Valvenis, eh ben, est-ce que j'ai vraiment besoin de présenter celui qui se fait présenter comme l'acteur pour adultes donc voilà, le truc de l'époque pornographique, on pourrait dire d'une certaine manière, qui va commencer à tout simplement être en feud avec les Kaintai, donc les entre guillemets mafieux japonais un peu yakuza, et auquel il va prendre l'une de leurs compatriotes et auquel il va commencer à coucher avec. Et du coup, pour les Kaintai, ils prennent ça pour un affront et décident, de quoi qu'il arrive, de choper Valvenise et de lui couper sa énorme beuteux qu'il appelle Big Bambroski, me semble. C'est comme ça comment il donne le nom à son sexe et auxquels, certes, les moments auxquels ils étaient en état de, entre guillemets, supériorité contre Valvenis, même si ce n'est pas forcément le cas, vu comment le gabarit de Valvenis laisse penser que à lui tout seul, il peut mettre KO ces bandes de cure-dents jaunes,
on pourrait dire d'une certaine manière. Et attention, hein, je n'insulte pas ceux qui sont asiatiques et tout, hein, c'est juste une petite impression. Donc c'est sûr qu'ils pourraient les mettre forcément KO, mais grâce à des tas de surnombres, ils vont quand même réussir à matraquer Valveniz et à lui couper sa énorme beuteux, même s'ils ont dû couper le passage. Certes, c'était un peu extrême, ok, c'était un peu limite, mais heureusement qu'ils n'ont pas été jusqu'au bout. Et non, évidemment, Valveniz a toujours son entrejambe. Bien sûr, ce serait cruel et assez pas très professionnel de couper bah, des parties intimes. Ce serait pas forcément super. En tout cas, c'est comme ça comment je le prétends. Donc McMahon Austin, j'ai déjà cité. Monsieur McMahon get hurt, donc quand il est en prise d'autorité et tout. Encore Austin McMahon. Undertaker, je l'ai déjà dit. Et Austin qui prend le pouvoir du côté de Raw et auquel il ne cesse d'être divertissant de jour en jour. Bon, est-ce que je poursuis encore? Il me semble que celui-là, c'est que des matchs, il me semble. Et cela, c'est toute l'histoire. Alors, le Ministry, donc le Ministry of Darkness, le Ministry of Darkness, c'est tout simplement le ministère des ténèbres de l'Undertaker, qui devient le prince, le roi, le seigneur, le dieu des ténèbres, et qu'il commence à devenir de plus en plus un peu plus gothique et de plus en plus sataniste. Donc oui, on pourrait dire qu'à l'époque, le Taker, il avait certes toujours cette gimmick sombre, mais qui n'a plus rien à voir avec le mort-vivant, vu comment il est un peu plus humain, mais de plus en plus satanique, à la limite auquel les religieux pourraient pointer du doigt en disant que c'est du blasphème au niveau de la religion, mais en fin de compte, je pense pas qu'ils visaient la religion à ce point-là, même si ils en sont extrêmement capables. La preuve avec la ECW, à tel point que leur délire est allé tellement loin qu'ils ont sorti une croix, donc de la croix de Jésus, et en crucifiant le Sandman dans un moment certes qui paraît symbolique, mais qui est une blasphème pour la religion. Alors que là, pour le Taker, à mon avis, c'est totalement différent. Vu comment ce n'est pas la croix de Jésus, mais avec les initiales du Taker, je pense que ce serait un peu moins choquant. Même si, attention, il y a pas mal de références par rapport à la religion. Et auquel il ne faut pas trop flirter avec le politiquement incorrect. Je pourrais dire d'une manière comme d'une autre. Bon, ensuite, Survivor Series 1998, où il y a notamment le couronnement de The Rock qui devient le Corporate Champion et auquel il va bien s'associer avec le patron et de mettre du fil à retordre à tous les gars en coulisses et à montrer à quel point qu'il est profondément Stone Cold Steve Austin qui peut le battre en un rien de temps. Même si Austin va pas se laisser faire face à celui qui se fera surnommer The Great One, The Brahma Bull, The People's Champ, The Great One, je pense que je l'ai déjà dit, The Most Electrifying Man in Sportainment, The Latest SmackDown, le futur Final Boss, oui, parce qu'à l'époque ce n'était pas le boss final, The Rock, et que, après il y a plusieurs surnoms qui entourent The Rock, il n'y a pas à dire, les surnoms s'en est enchaîné aussi vite que maintenant, pour mieux innover, il faut trouver d'autres noms pour mieux innover. Et ça, c'est pas des masses à faire. Ensuite, approaching to, pour le Royal Rumble. Ça, il me semble que c'est avec l'entraînement avec Monsieur McMahon, lorsqu'il s'entraîne aux côtés de son fils Shane McMahon, car il est prêt à tout pour défier Austin au Royal Rumble. Après l'humiliation qui s'était fait éliminer du Corporate Rumble par Chyna,
D'ailleurs, en parlant de China, je pourrais en dire un peu plus, mais chaque chose en son temps. Car certes, Monsieur McMahon s'entraîne comme un damné, il s'entraîne comme pas possible pour être prêt pour le Rumble, notamment à nous faire un entraînement à la Rocky. Oui, parce que à boire des œufs dans un verre, à courir dans la neige, à taper dans des quartiers de viande et s'entraîner comme un dingue à la muscu tout en criant Je hais Austin! Je hais Austin! I hate Austin! Ça, c'était certes un peu loufoque, mais qui est drôle en soi. Même si c'est un gars assez tyrannique, mais au moins il veut montrer qu'il est déterminé à affronter son némésis. Donc certes, dans le Rumble, bah, Austin arrive en numéro un, McMahon arrive en numéro 2, et auquel, bah, certes, il va avoir bah, McMahon pourrait se reposer, mais Austin va se faire envoyer à l'hôpital, même s'il va revenir en a rien de temps pour déglinguer du McMahon jusqu'à ce que il y a The Rock qui arrive pour lui coûter bah, son troisième victoire du Royal Rumble et qui se fait éliminer par Monsieur McMahon. Ça, on connaît la suite. Et en parlant de The Rock, certes, il avait sa rivalité contre Mankind, et auquel ben, ce dernier dans ce Royal Rumble va totalement punir, matraquer, passer à tabac Mankind, bien sûr en le monotant par, bah, par des menottes attachées dans le dos. Donc il attache les mains dans le dos avec des menottes. Et auquel Bezorok va prendre la liberté de donner des multiples coups de chaise dans le crâne de Mankind. Et ça, c'est un truc qui ne peut plus se faire aujourd'hui parce que, vous saviez, c'est à cause des commotions qu'il y en a qui sont réduits à avoir des problèmes mentaux, que ce soit des crises d'épilepsie, le cerveau en compote, qu'on devient forcément un véritable légume ambulant. Et d'ailleurs, il y avait les passages dans Beyond the Mat auxquels, ben, certes, dans Beyond the Mat, c'était montré, hein, le Royal Rumble de 1999, enfin 1999 si vous préférez, avec pas mal de structures indies, notamment avec Jake Roberts. Et d'ailleurs, je pense que dans un des DVD de Jake Roberts, il y a des tas de trucs auxquels je pourrais en dire, mais j'en dirai pas pour autant. Si ce n'est que ça a été montré dans Beyond the Mat, comme quoi, ben, certes, Mick voulait amener sa famille avec lui, donc sa femme et ses deux enfants, pour le combattre, enfin pour le voir combattre face à The Rock. Certes, il a affronté The Rock, mais ce jour-là, sa famille était choquée de voir ben, la violence reçue, les coups de chaise en plein crâne, à tel point que certes, ça fait un peu de la peine de voir les enfants de l'époque de Mankind, bien sûr de Mick Foley, de voir pleurer pour leur père qui se fait déglinguer par The Rock, car The Rock avait pris la liberté de donner des coups de chaise dans le crâne, même si tout ça faisait partie du spectacle, mais c'est vrai que c'était choquant rien que de regarder. D'ailleurs, certes, Mick Foley se justifiera auprès de sa famille comme quoi, ben, certes, c'est dangereux, c'est létal le catch, mais tant qu'il a encore envie sur ses deux jambes, bah, pour lui, tant qu'il est encore debout, c'est tout ce qui compte, même si on sait qu'il risque gros pour sa santé. Et au passage, il dira par la suite que c'était la première fois que, certes, il envoyait sa famille regarder un show, mais auquel il se rende compte que il a été un père indigne de faire ça. En gros, il pense qu'il a été un mauvais père de faire ce genre de conneries. Et c'est vrai que, en tant que parent, c'est vrai qu'il faut avoir beaucoup de responsabilités. Quand on ne sait pas à quoi s'attendre dans un match et que forcément l'un des membres de ta famille n'est pas forcément fan de cette discipline. Je sais qu'il y en a qui pensent que dans notre famille, quand on s'intéresse à ça, on va dire directement: «Ah mais j'ai entendu que c'était faux, vu comment les gars se frappaient pas pour de vrai, heu, tous les coups, ça se voit qu'ils passent à côté et que les gars n'ont pas vraiment mal» et j'en passe des trucs. Mais quand ils voient un truc auquel ils s'attendent pas, à des choses très, très violentes, là c'est sûr que ça peut choquer. Comme quoi, ben certes, ça peut être faux
ou vrai, peu importe les circonstances, mais ce qui est sûr, c'est que il faut donner du réalisme, un truc de ce qu'on ne voit pas du côté de la EW, parce que désolé pour les fans de la EW, j'en fais également partie, mais je suis un peu plus mesuré. Je trouve que du côté de AEW, ça manque cruellement de réalisme, hein. Et c'est pas en faisant du catch hardcore que tout ça pourrait être réaliste. Non, non, non. De la manière de vous raconter les choses et de la manière de comment vous présentez bien les trucs d'une certaine manière, que ça peut fonctionner. Mais là, ça ne fonctionne plus à l'heure d'aujourd'hui. Même s'il y a beau avoir du catch hardcore, euh, ça pourrait être du réaliste s'il y en a qui ne nocellent pas toutes les prises et pas tous les ventes auxquelles ils subissent. Mais ça, qu'est-ce que vous voulez que je dise? C'est pas moi qui prenne toutes les décisions du monde, mais bon, ça vous le saviez. Mais bon, je pense que j'ai assez tout dit là-dessus. Si ce n'est que maintenant je passe du côté de China. Alors, du côté de China, lorsque elle a, comment dire, décidé de se rebeller contre l'autorité, c'est sûr qu'elle va faire sa petite bonne femme de chemin. Et auquel, ben, ce qui est sûr, c'est que pour China, elle poursuit son ascension, quitte à avoir euh, un rencard avec Marc-Henri. Parce que oui, ce très cher Marco voulait tout simplement avoir un rencard avec China. Et du coup, ben, je me dis, ok, qu'est-ce qu'il lui trouve? Malgré que China, elle avait un côté purement masculine et pas très féminine. Bien sûr qu'avec le temps, elle aura ce côté un peu féminine malgré le corps un peu masculine, ça on va pas se le mentir, mais qui va pas l'empêcher d'être un peu plus être magnifique. Ce qui n'a pas toujours été le cas au début, mais ce qui a été dit et ce qui a été montré, ben là on pourrait dire que là elle sera de plus en plus magnifique. Et du coup, ben oui, je peux comprendre pourquoi ben, Marc-Henri la trouve absolument forte, magnifique, fantastique, parce que tout simplement c'était la neuvième merveille du monde, c'est comme ça comment elle se faisait appeler, China. Donc c'est sûr, il invite en rencard en amoureux, il lui donne des fleurs, il l'invite dans un petit restaurant, et auquel, ben, lorsqu'il y a la piste de danse, eh bien, ben, Marc-Henri montre à quel point il a du rythme dans la peau, et on pourrait dire que oui, il essaye d'impressionner, et auquel, ben, il a du rythme dans la peau, et surtout, qu'est-ce qu'il est beau avec son petit costume! Mais bon, lol. Bon, après, c'est sûr qu'ils vont se faire interrompre par. Je crois que c'était les gars à Shane McMahon, il me semble. Vu comment ces trois gars-là qui s'habillent comme des collégiens de bourgeois. Enfin, je sais pas si c'est comme ça comment j'aperçois le truc. Mais en gros, certes, ils cherchent des misères à Shaina et à Marc-Henri en disant ouais, tu voudrais bien m'inviter à danser et tout. Shaina l'envoie chier. Et du coup, ben, ce dernier dit que c'est une grosse connasse et tout. Et ben, elle se laisse pas faire. Elle détruit ben, les trois gars un à un. Même Marc-Henri se rejoint à la fête. Et en fin de compte, ben, entre autres, ben, les deux forment un duo de choc. Un duo, certes, tout en improbabilité, mais avec beaucoup de puissance et de muscles. Et voilà. Bon, ensuite, pas mal d'histoires s'ensuivent. The Lloyd, donc la route vers WrestleMania 15, auquel j'ai déjà en dit là-dessus. The Corporate Ministry, intro Austin. Quel nouveau CEO? Ah oui! Ça, c'était à l'époque auquel, ben, certes, un coup que Austin avait battu The Rock à WrestleMania 15, ça poursuit encore cette histoire. Même avec Shane McMahon qui décide de prendre les devants et qui dit tout simplement à son père d'aller chier, car il veut tout simplement avoir le pouvoir, il veut tout contrôler. Il veut contrôler la WWF, il veut contrôler le show Raw, les pay-per-view, et tout ce qui est de près ou de loin Vince McMahon, il veut tout contrôler. Donc il lui dit tout simplement, bah, tu t'es jamais préoccupé de moi, tu m'as toujours dit des choses auxquelles j'ai pas trop suivi tes conseils, mais maintenant je suis grand, je suis un adulte, je veux tout contrôler, et toi, bah, t'as qu'à dégager, prends ta retraite, je veux tout gérer. En fin de compte, ce sera pas pour demain que McMahon prendra sa retraite, même si on sait que dans notre ère actuelle, il est entre guillemets à la retraite suite
à des accusations judiciaires. Mais bon, ça c'est une autre histoire. Et que en plus, ce dernier, Shane McMahon, s'associait à Ministry of Darkness, qui devient de plus en plus corporate, même dans la limite du satanisme au pur au possible, et auquel certes il va tout orchestrer les choses, quitte à orchestrer l'enlèvement de sa propre sœur, et que c'est Undertaker qui va s'en charger avec ses sbires, même en effectuant un genre de mariage assez satanique auquel ça va être sauvé par Stone Cold Steve Austin, qui certes, on sait que c'est un anti-héros, mais qui a décidé de jouer les héros pour sauver les opprimés. Comme quoi, dans ce petit cœur de pierre que Austin a, il n'hésite pas à sauver les miches de n'importe quel autre être humain, même si c'est au-delà de sa propre volonté. Bon, bien sûr, on parlait de la puissance cosmique, puissance mystique, et auquel, bah, à la base, bon, on sait que ce sera chez Vince McMahon qui sera à la tête de tout ça, et que tout ça n'était qu'un plan machiavélique des deux. Mais à la base, ce n'était pas eux, à la base. Enfin, c'était pas Vince McMahon. À la base, c'était Christopher Daniels, le catcheur indépendant des Indies. Mais en fin de compte, il n'aura pas été reçu et sera contraint de catcher ailleurs. Mais bon, ça, pour Christopher Daniels, c'est une autre histoire. Puis après, ben, vu comment, entre guillemets, McMahon est relevé de ses fonctions en tant que PDG de l'entreprise, c'est Stone Cold qui va être le nouveau PDG, mais pour un petit court laps de temps, jusqu'à ce que McMahon décide de choper la mallette et devient le véritable patron de l'entreprise. Et ainsi soit-il, leur histoire continue encore et encore, même entre Stone Cold et le Taker. Puis The Beer Truck, ah oui, bien sûr, c'est avec le jet de bière sur The Rock et Shane Evans. Oui, je sais que ça, on le sait davantage. Ensuite, par Triple H. Alors, certes, Triple H, certes, il va faire un peu à la manière de Shane Douglas, à faire une promo auquel ça va, entre autres, le propulser vers les sommets de l'entreprise. Que ce soit dans le bon feeling ou dans le mauvais feeling auquel ben, il a fait soit en mieux ou en moins que Shane Douglas. Ben, malgré tout, il allait quand même gravir les échelons et notamment abattre Mick Foley pour devenir le champion de l'entreprise et de prendre la WWF et tout ce qui s'ensuit autour en otage. Mais bon, ça, on le sait, c'est une autre histoire. Et après, ben, les débuts de Y2J, donc Chris Jericho qui fait vraiment sensation, et auquel, ben, certes, il interrompt la promo de The Rock, mais au moins il montre bonne impression, même s'il se fait calmer par Dwayne Johnson, qui l'envoie ben, bouler comme, comme un petit figurant de seconde zone, mais ça, on le sait davantage, et auquel ce segment, je l'avais déjà noté. Voilà. Ensuite, la Rock Acid Connection. Donc oui, l'association improbable entre The Rock et Mankind, certes c'est peut-être improbable, mais marrant à la fois. Même si les deux, à la base, ils se détestent, enfin ils se détestent plus au point, mais en fin de compte, ben, qu'on le veuille ou non, Mankind a le sens le sens un peu très comique, et auquel ben, il pourrait s'associer avec son ennemi, donc le coup de l'ennemi de Mine, on pourrait dire d'une manière comme d'une autre, et auquel, certes, il va le faire pas mal de propositions, même un cadeau et une fête à la gloire de The Rock, This is Your Life, auquel ben, on invite ses professeurs, ses voisins, et même son ex-petite amie de l'époque de lycée, et auquel ben, il va tous... Je dis bien tous envoyer faire chier l'un à l'autre. Donc, ce qui est sûr, c'est que il va pas avec le dos de la cuillère. Qu'est-ce que vous voulez que j'en dise de plus? Mais bon, c'était divertissant ce moment-là. Puis ensuite, la fin de la DX et la récupération de la DX. Mais bon, ça, j'ai pas besoin d'en dire. Puis ensuite, euh, tout ce qui est du côté de l'époque de Raw, 1999, Highlight. Mais bon, ça, on sait de plus en plus.
Et maintenant, je vais poursuivre au niveau des matchs. Alors, ça va être bordélique, je vais vous le dire, et je vais essayer de le dire de manière un peu plus... Je sais pas comment le dire, franchement, je sais pas comment le dire. Mais bon. Alors, tout ce que je sais, ben, c'est dans le DVD 1. Alors, il y a un match entre Stone Cold Steve Austin qui fait, entre guillemets, équipe avec Mr. Vincent Kennedy Vince McMahon contre The Nation of Domination, donc The Rock, qui se faisait à l'époque appeler Rocky Maivia, Dwayne Douglas Johnson, Eddie LeBrown, et auquel ben, ça va se conclure en match nul parce que ça partait en bordel total et que Austin était seul contre ses assaillants, pardonnez-moi, et auquel je le mets à 3,60. Pas besoin d'en dire là-dessus. Ensuite, ben, Steve Austin contre Pat Patterson et Gerald Briscoe, qui va se conclure en match arrêté parce qu'il y avait pas mal d'interventions, 3,40. Ensuite, ben, Steve Austin et l'Undertaker, donc Mark William Calloway contre Mankind, Mick Foley et Kane Glenn Thomas Jacobs, dans un Hell in a Cell et auquel je pense qu'il est présent dans le DVD, enfin dans le coffret de Hell in a Cell, mais que je ne l'ai pas noté. Peut-être que je le noterai dans la description. Peut-être. Ensuite, ben, The Rock, donc Rocky Maivia, bon, vous avez compris, contre X-Pac, donc qui sera anciennement One Two Three Kid, et qui sera à la WCW Six-Pack dans l'Indie, ou Sean Waltman, mais bon, on sait que c'est X-Pac, et auquel ben, c'est The Rock qui va battre tout simplement X-Pac. Donc c'est 3,50. Ensuite, Undertaker. Donc Undertaker contre Mick Foley. Et auquel ben, c'est victoire du Taker sur Mick Foley, tout simplement. Donc 3,40. Ensuite, un match très bordélique, mais vraiment très bordélique, entre Ken Shamrock et Mankind et The Rock, auquel, ben, au début, les trois se bagarrent dessus. Enfin, ils se frappent littéralement dessus, même s'ils savent qu'ils sont rivales lors d'un prochain show qui sera Foley Lodi dans un match en cage. Il me semble que c'est cela. Qui seront obligés de s'associer contre The Brothers of Destruction, donc Undertaker et Kane, et auquel bah, c'est tout simplement bah, ceux qui se sont battus au début qui remportent le match. Donc 3,60. Oui, je sais, c'est assez spécial et que c'est un peu bête rien que d'y penser, mais bon, que voulez-vous. Ensuite, bah, Mankind contre Mark Henry, et auquel, ben, c'est à cet instant-là auquel il me semble que Mankind va nous introduire tout simplement Monsieur Soko. D'ailleurs, il me semble que c'est là, il me semble que c'est ça, les débuts de Monsieur Soko. Ben, il bat en gros Marc-Henri et de manière un peu spéciale, je vais pas vous mentir, mais mais qui reste tout de même un peu l'introduction du siècle grâce à l'introduction de Monsieur Soko. Donc ce match-là, c'est 3,5. Ensuite, la Dégénération X, donc The New Age Outlaws, Road Dogg Jesse James, The Badass Billy Gunn contre Cactus Jack, Mick Foley, Dude Love, euh, Mankind et j'en passe, avec tout simplement The Chainsaw Charlie, donc Terry Funk, et auquel ben, c'est les New Age Outlaws qui battent ben, Cactus Jack et Chainsaw Charlie dans un match en cage, et auquel c'est un 3,40. Ensuite, ben, Kane et Shane McMahon contre la Dégénération X, donc Hunter Hearst Helmsley, donc HHH Triple H, Paul Levesque, et X-Pac qui s'associent, mais qui vont perdre contre Kane et Shane McMahon. Eh oui, tout simplement. Donc voilà tout. Ensuite, bah, ce match-là, c'est un 3,50, mais je poursuis encore, hein. Ensuite, China. Ah oui, oui, après avoir battu les gars dans la bataille royale, bah, elle élimine en dernier Monsieur McMahon, et auquel c'est un 3,5. Et ensuite, elle est un peu en feud contre Gerald Briscoe et Pat Patterson, auquel bah, elle va les gérer tous les deux, même si elle va se faire aveugler, un peu tabasser
par ces deux vieux briscards. Mais c'est pas elle qui perd le match, car c'est elle qui remporte tout simplement le match en battant ces deux vieux pervers et auquel ben, ce match-là, pareil, 3,5 pour le côté divertissement. Et j'en passe d'autres. Ensuite, ben, The Rock qui met son titre en jeu dans un I Quit match contre Triple H et auquel, ben, certes, c'était un combat très acharné entre les deux, mais après l'intervention de la corporation, eh ben, suite à ça, ben, on menace de faire un shock slam sur Chyna, qui est à l'époque la petite amie de Triple H à l'époque, et auquel ben, ce dernier va abandonner tellement facilement, même si je l'ai pas senti une once de remords dans la promo de Triple H lorsqu'il perd le match. Et pourtant, ça va mener à une trahison de Chyna sur Triple H. Et du coup, ben, certes, il se fait bully par la corporation. Et voilà comment s'arrête la suite. Donc du coup, ce match-là, c'est à 3,60. Ensuite, Hardcore Bob Holly contre Bart Gunn. C'est Hardcore Holly qui bat Bart Gunn pour le titre Hardcore. Donc ce match-là, 3,20. Ensuite, le British Bulldog, Davey Boy Smith contre Test. C'est Smith qui bat Test. Donc dans un match en cage en plus, 3,10. Ensuite, Paul White, donc le Big Show qui passe à travers, enfin qui fait passer à travers le ring l'Undertaker. Donc en gros, il fait un shock slam, ben, le ring se casse et que l'Undertaker est complètement écrasé. Et ça finit en match nul. Donc ce match-là, il est présent dans The Deadliest Matches de l'Undertaker et auquel je mets un 3. Ensuite, les Hardy Boys, Jeff Hardy et Matt Hardy contre les Acolytes, donc APA, équipe composée de Bradshaw, John Bradshaw Layfield, JBL, et de Farouk, Ron Simmons, pour les titres du monde par équipe qui étaient en jeu et auxquels c'est les Genoux qui remportent les titres. Donc oui, les Hardys remportent les ceintures. Et auquel ce match-là, je lui avais mis un 3,50. Ensuite, ben, les acolytes qui affrontent tout simplement Kane et X-Pac. Et auquel ça va être victoire de Kane et X-Pac qui battent tout simplement les acolytes. Ce match à 3,5. Ensuite, ben, The Rock contre Kane. C'est The Rock qui bat Kane, de toute façon. Que voulez que je dise de plus? Ensuite. Je pense que je me suis trompé. En gros, il y avait également Triple H aussi qui était impliqué dans le match. Enfin, bref, peu importe, c'est 3,40 ce match-là. Oh là 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 là, c'est vrai que je m'y perds complètement. Ensuite, ceux qui seront surnommés dans notre ère actuelle Cope Cage ou Age, enfin, ou ouais, il y a Cope Cage, Cage et Cope. Même si à l'époque c'était Edge et Christian entre les deux. À l'époque, ils étaient dans les anciens Brood, et que maintenant c'est que Edge et Christian contre les New Blood, donc les Hardy Boys, Jeff Hardy et Matt Hardy. Et auquel ben, ceux qui vont remporter le match, ben, c'est tout simplement Edge et Christian, et auquel ce match-là 3,70 ou 70 si vous préférez. Ensuite, bah, je pourrais en dire un peu plus. Mankind qui bat The Rock pour le titre de la WWE dans un moment très historique, avec la plus grosse pop de l'histoire, avec Stone Cold Steve Austin qui intervient et qui coûte le match à The Rock, et auquel ben, on sait que les deux sont tout tracés pour s'affronter à WrestleMania 15. Je ne fais pas toute l'histoire, mais bon, c'est 3,70. Ensuite, bah, ça je l'ai déjà cité. Monsieur McMahon contre Shane McMahon, et auquel bah, c'est le père qui va battre le fils, dès que c'est un 3,20. Les débuts de Jericho, bah, ça c'est 3,70, ça comme je l'ai dit précédemment. Et ensuite, bah, pour terminer, Triple H contre Mankind pour le titre WWE, et auquel bah, c'est Triple H qui devient le nouveau champion à l'époque. Et voilà comment ça se termine là-dessus. Donc 3,50 pour ce match-là. Mais bon, je pense que
tout a été dit. Je pense que j'ai pas besoin de faire tout le monument historique. Sinon, ça aurait été beaucoup trop long. Mais vraiment long, quoi. Comme la vidéo, d'ailleurs. Mais bon, de toute façon, je décide de m'arrêter là. Je pense que ça en valait la peine surtout. Concernant tout ça, ben, les matchs, les bonus, les segments promo, les interviews également qui sont inclus dans ce DVD et tout l'ensemble, je pense que c'est un 4,5. Quoi demander de plus, quoi demander de moins. Mais bon, je pense que j'ai assez tout dit là-dessus. J'espère que vous avez vraiment adoré cette vidéo, je l'espère en tout cœur, et que je m'arrête là dorénavant. Donc c'était DVD Pro Catch, j'espère que ça vous aura vraiment bien plu, et si vous avez aimé cette vidéo, vous savez ce qu'il vous reste à faire, likez la vidéo, commentez, partagez, abonnez-vous à ma chaîne et cliquez sur la petite cloche pour avoir plus des notifications et des prochaines vidéos, et moi comme d'habitude, je vous dis bonne journée et bonne soirée à tous, au revoir tout le monde pour une prochaine vidéo, à plus à tous les fans de catch, allez, bye bye tout le monde.